Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire de cette édition. L'école de la République est en danger, c'est le cri du cœur d'un rapport du Sénat sur les violences contre les enseignants. Ses auteurs seront avec nous, ils formulent 38 propositions pour restaurer la sécurité et l'autorité au quotidien. Lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'école, c'est la mission de la LICRA Éducation. Nous allons vous donner des clés concrètes pour agir et promouvoir le vivre ensemble dans un contexte géopolitique qui pousse aux divisions. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez l'agenda du week-end avec cette semaine dont Guillaume Buan, au programme entre autres, le printemps du cinéma, Kid Expo à Lyon et la foire internationale de Rennes. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une ce vendredi, le gouvernement qui serre la vis au lendemain de l'évacuation de plusieurs dizaines d'établissements scolaires qui ont fait l'objet d'alertes à la bombe. Oui, des menaces, notamment d'attentats terroristes accompagnés d'une vidéo de décapitation. Voilà ce qu'ont reçu plusieurs dizaines de lycéens dans la région parisienne via les espaces numériques de travail qui ont donc été piratés. Hasard du calendrier également. Hier s'est tenue une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Une enquête a donc été ouverte à la suite de ces messages. Tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces afin de les punir le plus sévèrement possible. Gabriel Attal hier en conférence de presse. Je le rappelle ici à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis. Des condamnations sont d'ores et déjà intervenues. Je rappelle que pour ce type de menaces, les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est absolument inacceptable, inadmissible. On cherche à atteindre à la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires pour les élèves, les familles et les personnels de l'éducation nationale. Alors finalement, qu'est-ce qui ressort de cette réunion ministérielle ? Eh bien, à la suite de l'attaque au couteau d'Arras, rappelez-vous, en octobre dernier, qui avait valu la mort de Dominique Bernard, le gouvernement avait lancé un audit pour identifier les établissements scolaires pour lesquels il y avait justement un besoin de renforcement des mécanismes de sécurité. Il est donc nécessaire pour certains établissements. L'heure est au bilan pour Gabriel Attal. Cet audit a identifié 500 établissements scolaires pour lesquels un renforcement des dispositifs d'alerte et de sécurisation était nécessaire. Je précise que dans ces dispositifs d'alerte, il y a évidemment la possibilité de disposer d'une sonnerie, d'une alarme anti-intrusion. Un très gros travail a été réalisé ces derniers mois en lien avec les collectivités locales. 150 établissements ont d'ores et déjà vu leur sécurité renforcée. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire un point, évidemment, de mobiliser l'ensemble des services pour que sur ces 350 établissements qui restent à sécuriser de manière prioritaire, l'action puisse continuer à se dérouler et puisse être engagée dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois. Et concernant l'abord des écoles, il faut aller beaucoup plus vite, surtout après les différents événements de ces derniers mois. On pense à Nîmes, au quartier de la Castellane ou encore du côté de la Porte de la Chapelle à Paris. 150 à 200 établissements sont d'ailleurs plus particulièrement à risque. Écoutez le Premier ministre. Je le dis de manière très claire, il faut nettoyer ces trottoirs aux abords des établissements scolaires et faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir ces situations de gangs, de deals aux abords de nos établissements scolaires. À ce titre, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux de recevoir le 4 avril prochain l'ensemble des préfets, des recteurs d'académie et des procureurs généraux pour lancer une mobilisation qui se traduira au niveau départemental avec des états-majors départementaux associant les services des 3 ministères pour identifier les établissements les plus à risque et avoir une réponse appropriée pour chacun de ces établissements. Ce témoignage exclusif maintenant recueilli par nos confrères de RMC, c'est celui des parents de la jeune Évaëlle, 11 ans, qui s'est suicidée en 2019 dans le Val d'Oise après avoir été victime de harcèlement scolaire. Et nous l'avons appris hier, sa professeure de français va être jugée devant le tribunal correctionnel pour harcèlement. Une décision qui est d'ailleurs très attendue par ses parents. Ils racontent d'ailleurs ce qu'a vécu leur fille. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Sébastien sur RMC. Elle a vécu l'enfer, on va dire ça comme ça. Donc ça a commencé effectivement avec sa prof de français, qui l'a très rapidement isolée, qui l'a disputé systématiquement à tous les cours, qui la mettait le plus loin possible au fond de la classe. La prof a initié ce harcèlement que les élèves ont repris par la suite.
Alors, dans son ordonnance, la juge parle d'humiliation, de stigmatisation, de dégradation des conditions de vie. 2 autres mineurs seront d'ailleurs envoyés devant le tribunal pour enfants, là aussi pour des faits de harcèlement. Après avoir eu connaissance des faits, ses parents avaient toutefois tenté de porter plainte. Ils avaient même changé leur fille d'établissement. Écoutez. On a essayé 2 fois de porter plainte contre cette professeure. 2 fois, la police nous a refusé notre plainte. Nous, on arrive, on dit voilà, on veut porter plainte contre une professeure, contre des élèves pour harcèlement. On explique, ils nous disent contre les élèves, il n'y a pas de souci, on prend la plainte. La professeure, vous savez, c'est compliqué, c'est long, c'est l'éducation nationale. En fait, ils nous dissuadent. Notre fille est entendue dans le cadre de la plainte contre les élèves. Donc, on redemande à reporter plainte une deuxième fois. Une deuxième fois, on nous explique que non, c'est compliqué contre un professeur. Ils nous ont indiqué que par contre, vous pouvez écrire à l'inspection académique pour dénoncer le comportement de cette professeure. Vous l'avez fait ? Ce qu'on a fait, bien sûr. Oui. La réponse de l'éducation nationale ou de l'inspection académique, c'était 3 lignes. Ah oui, on n'a pas bien pris en compte votre demande. À l'avenir, on va faire attention. Alors 5 ans après les faits, il y a une prise de conscience de la part de la population, mais les parents attendent tout simplement des actions. Alors une prise de conscience, oui, ça c'est indéniable, on en parle. Je pense que maintenant, tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, sont au courant de ce qu'est le harcèlement. Maintenant, il faudrait passer à l'action et donner des moyens, pas que à l'éducation nationale, mais donner des moyens à la police pour pouvoir enquêter, à la justice pour pouvoir traiter ces affaires. Notre fille, au moins, elle est reconnue victime quand même. Mais ce n'est pas que pour Eva, c'est aussi pour tous les élèves qui sont victimes de harcèlement. Et il y en a beaucoup quand même. Le témoignage des parents, donc Sébastien et Marie au micro de RMC. Pour l'instant, il n'y a pas de date concernant ce procès. Allez, on va parler des puffs maintenant. La commission mixte paritaire a trouvé un accord sur l'interdiction future de ces cigarettes jetables à usage unique, très prisées des jeunes. Oui, la proposition de loi transpartisane portée par la députée écologiste Francesca Pasquini a donc été adoptée à l'unanimité au Sénat début février. Après l'avoir été aussi à l'Assemblée en décembre, une commission mixte paritaire s'est donc réunie avec les 2 chambres et parvenue sans difficulté à un texte commun. Le gouvernement a fait donc savoir dans la foulée sa décision de notifier la Commission européenne qui a 6 mois pour valider cette législation. En début de semaine, la Commission européenne avait déjà donné son feu vert, ce qui signifie une possible interdiction effective d'ici la fin septembre. Rappelons que selon une dernière étude, 15% des adolescents de 13 à 16 ans auraient déjà utilisé ces puffs et près de la moitié d'entre eux s'initiaient notamment à la nicotine par ce biais. Le texte prévoit d'interdire donc la fabrication et la vente donc de ces puffs avec à la clé, rappelons-le, une amende de 100 000 €. 3 mois d'enquête, plus de 4000 témoignages de personnel. L'heure est au bilan pour le SNUIP. Le premier syndicat effectivement enseignant du premier degré qui souhaite alerter publiquement sur la situation concrète du quotidien dans les écoles dans un contexte de suppression de postes et de mise en place de réformes. Les principaux sujets de tension sont ceux liés à l'accueil dans les classes de certains enfants en situation de handicap. Parmi les témoignages, là aussi, la moitié des professeurs alertent sur le temps de travail qui déborde et du salaire insuffisant. 46% d'entre eux pointent également du doigt des effectifs trop nombreux par classe. Les revendications sont aussi concernant un meilleur salaire et moins d'effectifs. Allez, pour terminer, ce constat d'un rapport de 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, seulement 29% des chercheurs scientifiques sont des femmes. Alors pour lutter contre le sexisme, Claudine Schmuck a lancé le concours Science Factor. Regardez ce reportage de Xavier Sanchez, de Tony Carly ou encore de Cécilia Brio. Ils étaient plusieurs centaines d'élèves à s'être présentés. Ce mercredi, les lauréats du concours Science Factor ont été récompensés au campus Unowai à Neuilly-sur-Seine. Parmi elles, l'équipe Bibi, doublement lauréate pour son baromètre du bien-être à l'école. Il y a une version anonyme pour que les ambassadeurs du harcèlement ne jouent pas avec leurs émotions, ah c'est mon copain ou pas, mais plus avec ce qui se passe. J'ai eu des élèves qui m'ont demandé quand est-ce que la borne allait arriver, qui étaient curieux. Déjà être lauréat une fois, ça fait quand même beaucoup parce que on a travaillé dur et on a rencontré aussi des projets talentueux comme tous les autres. On est surtout fiers pour eux et pour toutes les compétences acquises en fait. Un concours qui récompense les innovations scientifiques et citoyennes de collégiens et de lycéens. Depuis 2011, Science Factor incite les élèves et particulièrement les jeunes filles qui pilotent les équipes à s'engager dans les sciences et la tech. Objectif, lutter contre le sexisme dans le domaine scientifique et numérique. Malheureusement, elles sont très minoritaires et qu'hélas, c'est une tendance qui, au lieu de se redresser, empire. Donc, plus que jamais, il est important que les jeunes filles se mobilisent parce que c'est là qu'il y a des métiers passionnants et puis des métiers d'avenir.
Une initiative vivement saluée et encouragée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, venue remettre un prix et féliciter les jeunes. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer que quand, par exemple, on prend souvent l'exemple du numérique, du codage, si notre monde n'est codé que par des hommes ou des garçons, eh bien, la façon de coder, la sensibilité, et c'est démontré, ne sera pas la même. Et donc, on ne construira pas derrière le même monde. Lors de cette 12e édition, 5 inventions scientifiques et citoyennes ont été mises à l'honneur et 7 prix ont été remis. Merci beaucoup Guillaume, on se retrouve tout à l'heure pour l'agenda. Je crois que vous nous amenez à Rennes, à Bordeaux. À Lyon également. Lyon et Paris. Tout à fait. Parfait, on vous retrouve donc tout à l'heure. Et on en vient à notre question du jour. Violence endémique dans les établissements scolaires, solitude du personnel éducatif, désengagement des hiérarchies et laïcité en danger. Un rapport du Sénat tire la sonnette d'alarme. On en parle tout de suite avec nos invités. Samuel Paty, Dominique Bernard et la semaine dernière encore un collégien de 15 ans qui a voulu tuer sa professeure d'anglais avec un couteau près de Dijon. Et le personnel éducatif se sent bien seul face à la montée des violences à l'école. Et nous allons en parler avec les auteurs d'un rapport sénatorial sur les violences contre les enseignants. Et ils en sont malheureusement de plus en plus victimes. Ils sont avec nous par Skype. Laurent Lafont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Union centriste du Val-de-Marne et président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport au Sénat. À vos côtés, François-Noël Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, président de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale au Sénat également. Et puis avec nous en plateau, Audrey Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du secteur qualité de vie et conditions de travail au syndicat enseignant UNSA. Laurent Lafont, peut-être pour commencer, on le disait tout à l'heure, l'école de la République est en danger, c'est l'un de vos grands cris du cœur. C'est votre constat dans ce rapport évidemment qui fait suite à l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce qui a été confirmé au cours de vos investigations ? Écoutez, c'est 9 mois d'investigation, un travail en profondeur, long, beaucoup d'éditions, des visites sur le terrain, des rencontres avec de nombreux acteurs. Ce qu'on a découvert, c'est que le phénomène de contestation de l'enseignement et les contestations du fait de la non-respect de la laïcité s'étendaient de manière très diffuse sur l'ensemble des territoires. Il concerne de nombreuses disciplines et que on le constate aussi bien en collège-lycée, mais aussi plus récemment en maternelle et en élémentaire. Bref, on a un phénomène d'une grande ampleur qui se conjugue parfois à des phénomènes de violence et dans lesquels les enseignants se trouvent souvent seuls à transmettre les valeurs de la République et en particulier la laïcité. Nous sommes assez inquiets, François-Noël Buffet et moi, sur le constat que nous avons fait à l'issue de ces 9 mois d'enquête. François-Noël Buffet, justement, mercredi, Michaëlle Paty, qui est donc la sœur de Samuel Paty, a demandé réparation à l'État. Elle veut faire reconnaître l'inaction des pouvoirs publics à différents niveaux, alors même qu'il y avait des preuves concrètes des menaces de mort autour de Samuel Paty quelques semaines avant le drame. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que chacun va enfin pouvoir prendre ses responsabilités ? Écoutez, il ne nous appartient pas et il ne nous appartenait pas de pouvoir statuer, si je puis dire, sur cette question qui est posée par Madame Paty. Nous, notre objectif, et la commission d'enquête avait pour seul objectif de savoir si après l'assassinat de son frère, comment les choses étaient organisées au sein de l'administration, donc de l'éducation nationale en particulier, mais pas seulement, quel était l'état d'esprit des professeurs, que ressentaient-ils aujourd'hui et pensait-il pouvoir être suffisamment accompagné, protégé, et y avait-il des mesures supplémentaires à prendre? C'est seulement ça notre objectif, d'autant plus qu'il faut rappeler que parce que nous sommes une commission d'enquête, nous n'avions pas la possibilité de traiter de la situation particulière de M. Paty dès lors qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Donc ça nous est absolument interdit. Donc vous imaginez bien qu'il n'est pas possible pour nous de répondre à la question de Mme Paty et que vous nous transmettez ce soir.
Oui, ce que je voulais dire particulièrement, c'était qu'entre votre commission d'enquête, votre travail qui révèle des choses et l'initiative de Madame Paty, enfin peut-être qu'il n'y aura plus d'impunité dans l'éducation nationale et qu'enfin chacun va se sentir responsable de ce genre de choses. Justement, Audrey Lalanne, concrètement, qu'est-ce qu'ils vivent ces enseignants au quotidien ? Alors les enseignants, mais pas que les enseignants, d'ailleurs tous les personnels de l'éducation nationale vivent beaucoup de choses qui sont décrites dans ce rapport et c'est vrai que je tiens à saluer le fait qu'on a la sensation d'un véritable état des lieux de ce qui est vécu au quotidien avec des difficultés que l'on rencontre parce qu'on ne se sent pas forcément soutenu. Pas nécessairement par les personnels de direction, pas nécessairement par les inspecteurs, mais par l'administration, la hiérarchie, l'employeur en général. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs mentionné dans le rapport, lorsqu'on demande par exemple la protection fonctionnelle, on voit que ça met très longtemps avant d'arriver, même si dans beaucoup de cas elle est octroyée. Ce sont des situations assez longues, pour lesquelles quand même je crois qu'il faut noter que maintenant, les collègues vont signaler de plus en plus ce qui se passait. Parce que, là encore, les sénateurs l'ont noté dans le rapport, on voit qu'il y a une progression de contestation. Néanmoins, je pense aussi que beaucoup de ces contestations sont réglées par le dialogue. C'est d'ailleurs ce qui était souligné dans un sondage de l'IFOP il y a quelques années pour le CNAL, le Comité national d'action laïque, qui expliquait que lorsqu'il y avait des contestations d'enseignement en lien avec la laïcité de la part des élèves, dans 98% des cas, le dialogue permettait de résoudre la situation. Aujourd'hui, on est sûrement sur moins de situations résolues uniquement par le dialogue, mais aujourd'hui, je crois que les personnels ont besoin d'être entendus et donc font savoir qu'il y a davantage de difficultés. Laurent Lafont, justement, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui manque à l'action pour protéger ces professeurs. Est-ce que c'est disons-le, du je m'en foutisme? Est-ce que est-ce que c'est une hiérarchie qui se protège, qui fait la politique de l'autruche? Ça tient à quoi? C'est un ensemble de choses. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça à résoudre. D'abord, comme le disait Madame Lalanne à l'instant, il y a un peu une coupure au niveau de l'éducation nationale entre les personnels de terrain, ceux qui sont en contact avec les élèves, qui sont dans les établissements scolaires, et puis la hiérarchie administrative, et elle est importante dans l'éducation nationale, que ce soit dans les rectorats ou que ce soit bien sûr dans les services ministériels. On a parfois l'impression qu'il y a deux mondes qui se parlent peu ou pas assez, et puis aussi parfois dans certains établissements, le travail collectif n'est pas mené suffisamment, et à ce sentiment de coupure avec la hiérarchie se double dans certains établissements, encore une fois, parce que dans d'autres, le travail collectif est fait, mais peut se doubler le sentiment d'un enseignant un peu seul, sans être soutenu par ses collègues ou par le directeur de l'établissement. Et du coup, il y a des phénomènes qui se sont développés au fil du temps. Il y a l'autocensure qui a souvent été signalée par les enseignants, préfèrent dire, et c'est humain, préférer se taire plutôt que d'aller jusqu'au bout d'un enseignement quand on sent qu'il va y avoir des réticences ou des réactions. Et puis, il y a le phénomène, là aussi assez présent dans l'éducation nationale, de pas de vague. Je préfère me taire plutôt que de signaler à ma hiérarchie qu'il y a une difficulté par rapport à tel ou tel point. Voilà, on se heurte un peu à ce type de phénomène dans l'éducation nationale qui sont très présents et qui demandent de lutter à différents niveaux. François-Noël Buffet, je le disais tout à l'heure, il y a donc 38 propositions dans ce rapport. Laquelle vous semble la plus urgente ? La plus urgente, c'est incontestablement pour nous, je le crois, la sortie de l'isolement du professeur, d'avoir bien une conception non pas simplement pour traiter le dossier avec les professeurs, mais c'est l'équipe éducative qui doit être formée, sensibilisée et formée, de façon à ce qu'effectivement il y ait un partage des problématiques qui puissent être rencontrées, ce qui permet d'abord de sortir de l'isolement, pour commencer, et ce qui permet ensuite de pouvoir résoudre le problème qui est posé. Quand on parle de l'équipe éducative, c'est évidemment l'équipe du lycée ou du collège dans lequel se passe cet événement, mais c'est aussi la hiérarchie de l'éducation nationale qui doit être associée le plus rapidement possible. Comme cela a été dit, ça peut s'organiser très bien aujourd'hui ou moyennement bien, donc il faut se débrouiller pour que tout ça soit harmonisé. Mais ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Et puis le deuxième, parce qu'il y en a quand même un qui est très très important, c'est le fait que les professeurs soient aussi formés à la laïcité, à ce qu'est la laïcité, et à ce qu'il y ait une interprétation uniforme de la laïcité.
et qu'on n'ait pas deux conceptions qui soient là. J'allais dire une conception un peu classique et une conception plus souple à l'anglo-saxonne. La situation ne peut pas perdurer sur ce point en particulier. Et puis enfin, incontestablement, il faut que les professeurs retrouvent confiance par ce dispositif, notamment, comme vient de le dire le président Lafont, pour ne pas qu'ils se censurent dans les contenus de leur programme éducatif. Le sujet de fond, ce n'est pas le questionnement de l'élève à l'égard du professeur sur tel ou tel point, que l'on peut bien comprendre et qui est parfaitement normal, c'est celui de la contestation même du contenu, c'est-à-dire de sa vérité ou de sa réalité. Dans ces conditions-là, évidemment, on comprend bien que ce n'est pas acceptable. Or, la prise de conscience collective, la sortie de la solitude du professeur, la solidarité de l'équipe éducative et singulièrement toute la pédagogie qui doit être menée sur la laïcité, à l'égard des parents comme des élèves, devrait pouvoir nous permettre d'avancer. Donc en fait, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions qui doivent être mises en place. Audrey Lalanne, sur la laïcité, je vous voyais acquiescer fermement. Oui, effectivement, je pense aussi que c'est vraiment le premier levier qu'il va falloir actionner. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était vraiment bien dit dans le rapport et l'essentiel du rapport. La laïcité, c'est un principe émancipateur. La laïcité, c'est une liberté, c'est permettre la liberté de conscience. Et aujourd'hui, en tant qu'enseignant, en tant que personnel de l'éducation nationale, quel qu'on soit, on n'a pas toujours eu accès à une formation sur la laïcité qui nous permette de le comprendre. Et de l'expliquer. Et surtout de l'expliquer. Ouais. Mais si déjà on ne le comprend pas, on ne peut pas l'expliquer aux élèves. Et il faut vraiment qu'on ait conscience que la laïcité, c'est s'assurer d'un cadre neutre pour tous les élèves à l'école, au collège, au lycée, qui va ensuite garantir leur liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion. En tout cas, on n'impose pas quoi que ce soit à l'école en termes religieux, mais on n'est pas non plus en train de dire qu'on doit supprimer les religions. Mais là-dessus, on sait aussi que les parents ont un rôle qui peut être assez nocif aussi. Mais c'est aussi, je crois, parce que nous ne savons pas toujours l'expliquer et que nous ne savons pas expliquer aux élèves et à leurs parents pourquoi on a cette neutralité qui est essentielle et en quoi ce n'est pas une remise en cause des choix individuels ensuite de chacun à l'extérieur de l'école. Est-ce qu'il y a une autre proposition comme ça à laquelle vous souscrivez vraiment fort? Alors oui, j'en parlais tout à l'heure, la proposition notamment sur la protection fonctionnelle peut-être à rendre automatique. Et puis il y a aussi des propositions qui sont intéressantes sur le fait que l'administration puisse porter plainte à la place de l'agent alors qu'aujourd'hui ce n'est pas faisable. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes également sur le lien à créer davantage entre les institutions juridiques et les établissements. Après, on voit bien que là, on a des propositions qui peuvent être peut-être réalisables pour les établissements du second degré, les collèges et lycées, peut-être moins évident dans le premier degré et les écoles. Mais en tout cas, la défense et la promotion de la laïcité, bien comprise par les personnels pour pouvoir être expliquée, ça c'est la première chose à faire. Et puis, faire attention à comment on va réussir à mettre tous les usagers, que ce soit les personnels, mais aussi les élèves, les parents. Ouais, Laurent Lafont, dans ce rapport, vous parlez de restaurer l'autorité de l'institution scolaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on fait ça. Parce que beaucoup appellent à ce retour de l'autorité. Néanmoins, on sait que l'autorité de 2024 n'est pas celle des années 50 et 60. Alors comment on fait ? Déjà, on met chacun à sa place, c'est-à-dire que dans une école, celui qui décide, celui qui incarne l'autorité, c'est le personnel éducatif, c'est le chef d'établissement, c'est les enseignants, c'est le CPE, ce ne sont pas les élèves, ce ne sont pas les parents. Donc nous avons proposé d'établir une charte des parents, notamment pour rappeler un certain nombre de choses qui sont peut-être des évidences, mais qui malgré tout ne le sont pas pour tout le monde, manifestement. Ce que je viens de vous rappeler, que dans l'établissement scolaire, l'autorité, c'est les responsables de l'éducation nationale, ce ne sont pas les parents ni les élèves, c'est la première chose. De même qu'il faut revoir nos règles en matière de discipline et de sanctions. Il existe bien sûr un corpus de sanctions, parfois un peu trop dans le dialogue entre parents, enseignants et élèves. Je pense que là aussi, il faut réinstaurer l'enseignant et le directeur d'établissement dans tout son rôle. C'est lui qui sanctionne et qu'une sanction ne doit pas donner lieu forcément en amont ou en aval à des discussions nombreuses et variées. Voilà, c'est des choses très concrètes que nous souhaitons restaurer et qui
nous semble-t-il, sera de nature à relégitimer l'autorité de l'enseignant et du directeur d'établissement aux yeux des parents et des élèves. François-Noël Buffet, sur l'autorité, peut-être qu'on peut aussi restaurer l'autorité de l'administration elle-même. Et je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas salutaire de sanctionner une bonne fois pour toutes les chefs d'établissement, les recteurs, les directeurs d'académie qui n'auraient pas assez agi lorsqu'ils ont des informations qui peuvent porter atteinte à l'intégrité d'un enseignant et qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement leur dire maintenant ça suffit et pour toi c'est fini également? Ce qu'on vient de dire dans ce rapport, c'est qu'il fallait qu'il soit mis fin au pas de vague. Et donc, par définition, il faut que les proviseurs, les responsables des établissements d'enseignement soient eux-mêmes convaincus qu'il faut sortir de cette notion de pas de vague et que la vraie solution, c'est d'échanger, de partager pour trouver la bonne solution. Il est vrai que ne rien faire ou espérer que les choses s'arrangent toutes seules, par certains moments, peut amener évidemment à des solutions dramatiques ou à des issues dramatiques. Il faut s'interroger après sur la responsabilité. On n'a pas travaillé, on n'a pas creusé ce point-là en particulier. On n'était pas là non plus pour travailler sur cette notion de sanction du proviseur ou du responsable qui n'assumera pas sa responsabilité jusqu'au bout. J'imagine bien qu'il existe d'ores et déjà des procédures, des processus internes à l'éducation nationale. Mais si déjà on arrivait à faire comprendre aux professeurs que c'est utile de partager et il faut traiter tout de suite, aux parents d'élèves et aux élèves que l'autorité appartient aux professeurs et à la communauté éducative sur l'élève et qu'on ne la conteste pas tous les matins en débarquant dans le bureau du dit professeur ou dans le bureau du proviseur parce qu'on n'est pas content de la note qu'on a obtenue ou parce qu'on n'est pas content du classement qu'on a obtenu ou parce que l'on n'est pas content de la sanction dont on a été l'objet. Ça, c'est pas possible, ça ne se fait pas, c'est pas la règle. Dans ces conditions-là, on aura déjà fait un grand pas. Donc on a un gros travail de ce point de vue-là, de pédagogie, pour le coup, de vraie pédagogie, et que la responsabilité des parents est tout aussi importante que celle des enfants, dans la capacité de comprendre que c'est l'école qui décide, et c'est dans le sein de l'école, au sein de l'école, l'autorité appartient à l'école et à personne d'autre. Ça, c'est vraiment essentiel. Après, il y a d'autres moyens d'assurer des mesures de sanctions. Tous les dispositifs existent en interne, les procédures disciplinaires de tout genre, mais ce n'était pas à nous, on ne s'est pas lancé là-dedans. Audrey Lalanne, justement, je vous pose la question, est-ce que ça pourrait être une façon de lutter contre les violences envers les enseignants que d'arriver à savoir où ça a péché et de sanctionner la personne qui n'a pas agi? Peut-être plus qu'aujourd'hui, hein. Je ne suis pas certaine en fait de ce chemin-là. Il me semble, parce que j'entendais les propos qui viennent d'être tenus, c'est peut-être pas évident d'imposer le fait qu'on va décréter qu'un professeur, un personnel a de l'autorité. Moi, je crois surtout qu'on a un problème de reconnaissance du travail des personnels et donc de confiance envers l'école. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien plus large et qui touche l'ensemble de la société. On voit que dans beaucoup d'endroits, on trouve une attitude un peu consumériste, où on vient simplement pour prendre un service. On ne croit peut-être plus autant à ce que représente l'école et au fait qu'elle peut permettre aux élèves de devenir des citoyens et ensuite de choisir l'orientation qu'ils voudront. Et je crois qu'on a beaucoup de travail à mener là-dessus pour restaurer, non pas l'autorité, parce que je n'ai pas l'impression que mes collègues et moi, on manque d'autorité spécialement. Je pense plutôt qu'on a une difficulté à faire comprendre que nous sommes légitimes. Et même si j'entends et je me doute que les sénateurs veulent avoir ça à l'esprit, il est vraiment nécessaire pour moi que les parents puissent avoir confiance. Il ne faudrait pas qu'on ait un creuset vraiment qui arrive avec un fossé entre des personnels qui seraient intouchables d'un côté et qu'on pourrait pas du tout, avec qui on ne pourrait pas discuter, et des parents de l'autre côté qui seraient toujours en tort. Il faut qu'on retrouve de la confiance, mais il faut aussi que le ministère du coup agisse en ce sens. Et là, il a vraiment beaucoup à faire pour permettre ça. Laurent Lafont, vous parlez également de la propagation des fake news, du cyberharcèlement des enseignants. Alors là aussi, c'est s'attaquer finalement à des moulins à vent, puisque c'est déjà très compliqué pour le gouvernement lui-même de faire bouger les choses sur le cyberharcèlement. Comment est-ce que vous pensez pouvoir lutter contre cela ? Non, ce n'est pas tellement un point que nous avons abordé dans le rapport, mais ce qu'on constate, c'est que dans les contestations, il y a des contestations qui se passent évidemment dans les établissements, en direct, j'allais dire en face à face,
Et puis, il y a un phénomène amplificateur qui se déroule sur les réseaux sociaux, et un phénomène amplificateur qui, évidemment, n'est pas régulé, n'est pas contrôlé ou faiblement contrôlé, ou quand il y a vraiment des menaces qui atteignent un certain niveau, qui, à ce moment-là, peuvent être contrôlés. Il est certain qu'il y a un phénomène qui échappe en partie à l'organisation scolaire du fait des réseaux sociaux, parce que ça ne se passe plus dans l'enceinte de l'établissement, mais en dehors des horaires de l'établissement, et puis surtout en dehors de tout contrôle du personnel éducatif. Donc ce qu'on souligne, c'est évidemment le rôle amplificateur et parfois en dehors de tout cadre, j'allais dire, normal d'un dialogue joué par les réseaux sociaux. François-Noël Buffet, il y a également une proposition sur une journée d'hommage aux professeurs assassinés dans chaque établissement pour retrouver un sentiment d'unité. Mais quand on voit ce qui se passe lors de ces journées où on a pensé, effectivement, on a rendu hommage à Samuel Paty, à Dominique Bernard, où on voit tous ceux qui remettent en cause la journée et pourquoi pas même parfois les façons dont ils sont malheureusement décédés, est-ce que c'est pas rajouter de l'huile sur le feu, ça ? Ah non, je ne crois pas. Enfin, ce que nous disons en réalité, c'est que parce qu'il y a justement diverses façons de rendre hommage, et on s'en est rendu compte encore il y a quelques mois, il faut que l'on définisse une journée avec des modalités qui soient partagées et qui soient plutôt non pas classe par classe, mais collectives, de façon à ce que au moment de cet hommage, il y ait une prise de conscience, d'une part, de la situation, mais qu'il y ait surtout un moment de pédagogie collective. C'est ça notre objectif. Donc, il ne faut pas abandonner cela, bien au contraire, les symboles sont très importants, et ce moment collectif est essentiel pour la bonne compréhension des situations. Je crois que c'est une occasion, une fois de plus, de jouer le collectif, moins que, entre guillemets, l'individualisme. Ce n'est pas tout à fait exact de la manière dont je l'exprime, mais c'est ça. Puis enfin, avant de terminer, je voudrais dire à la personne qui est sur le plateau que l'idée de l'autorité, ce n'est pas de séparer les deux mondes. C'est bien évidemment qu'ils se parlent, de continuer ceci, c'est important, c'est essentiel. Il ne peut pas y en avoir un qui est plus protégé que l'autre, mais ça, vous avez parfaitement raison. Mais il y a la nécessité quand même de considérer au départ que l'autorité au sein de l'école, c'est d'abord le corps enseignant. Après, il peut y avoir des difficultés, ça c'est autre chose. Mais ça ne peut pas être une négociation permanente. Je retiendrai en tout cas vos mots, jouer le collectif. Voilà, on va terminer cette interview là-dessus. Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir été avec nous, sénateur LR du Rhône. Merci Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne. Je rappelle que vous êtes tous les deux les auteurs du rapport sur le signalement et le traitement des pressions, des menaces et agressions dont les enseignants sont victimes. Et merci infiniment Audrey Lalanne également, déléguée nationale pour les enseignants des écoles auprès du syndicat enseignant UNSA. On marque une courte pause et on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour parler de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et vous savez bien combien c'est compliqué, d'autant plus depuis le 7 octobre dernier et le contexte géopolitique que nous connaissons. Mais sur le terrain, la LICRA est aux avant-postes, encore et toujours, pour essayer de nouer le dialogue, pour promouvoir ce vivre ensemble qu'on appelle tous de nos voeux. Et on va en parler avec Hélène Bougnol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la commission éducation de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, depuis lundi et jusqu'à dimanche, la LICRA organise la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur cet événement et sur ce qui attend peut-être nos téléspectateurs ce week-end ? Oui, absolument. La LICRA organise en province, puisque nous avons des sections en province, des activités spécifiques pour faire connaître ce que nous faisons et surtout discuter de la façon de faire, puisque nous sommes évidemment confrontés à une actualité difficile. Et nous avons organisé hier, avec la LICRA et la mairie de Paris, une réunion avec des professeurs, des représentants de parents d'élèves, des représentants de diverses associations pour faire constat de la situation actuelle qui est quand même particulière
et réfléchir à des modalités d'action en fonction de cette situation actuelle. Alors justement, parlons-en de cette situation. À quoi ça ressemble aujourd'hui, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme? Parce que c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est renforcé régulièrement par différents conflits, mais on a l'impression que ça ne s'arrête jamais et que probablement que ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on dit aux enfants. Enfin, ce que je dis aux enfants, c'est que le racisme et l'antisémitisme sont inhérents, je pense, à la nature humaine. Mais ça n'empêche pas il ne faut pas être fataliste en disant ça ne sert à rien. Il faut agir. Et comme je le dis à certains enfants, si vous êtes dans la classe, c'est parce qu'il y a des militants qui ont lutté contre le racisme et l'antisémitisme. Ouais. Quelle est la situation justement dans nos écoles ? Alors dans nos écoles, évidemment, les enfants sont relativement influencés sont influencés par la situation actuelle, particulièrement pour la montée paroxystique de l'antisémitisme. Ils sont malheureusement guidés par les réseaux sociaux sur lesquels ils ont des informations tronquées. Et par leurs parents qui souvent aussi sont de très mauvais relais. Pas systématiquement. Pas systématiquement, souvent, bien sûr. Souvent, oui. Enfin, souvent, le contexte familial, religieux, influe énormément les enfants, bien sûr. Et est-ce qu'on dirait qu'il y a plus de racisme et d'antisémitisme aujourd'hui qu'il y en avait peut-être il y a 50 ans ? Est-ce qu'il est différent ? Alors, il y a 50 ans, il y avait... J'étais jeune. Il y avait évidemment du racisme et de l'antisémitisme. Moi, je l'ai subi à l'école, donc effectivement, ça existait. Mais je pense que ça n'avait pas atteint le niveau que ça atteint actuellement, justement parce que là, le niveau d'information était totalement différent. On avait encore une presse papier... télévisuelle, mais qui était... Qui n'était pas d'opinion, c'est ça que vous voulez dire ? Je ne dirais pas qu'elle n'était pas d'opinion, mais c'était le monde du journalisme. Oui. C'est-à-dire, c'était le monde de personnes qui signaient, qui n'étaient pas anonymes, qui se référaient à un titre de journal ou de nouvelles télévisuelles ou radiophoniques, et qui donc avaient une certaine responsabilisation de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils disaient. Alors bien sûr, il y avait des journaux qui existent toujours, malheureusement, comme Rivarol, qui était fondamentalement antisémite. Et puis là, les réseaux sociaux font qu'effectivement, tout le monde peut prendre la parole, tout le monde se dit journaliste, et donc on ne fait plus la différence entre les bons et les mauvais. Est-ce que vous avez l'impression que les chefs d'établissement en font assez pour prévenir le racisme et l'antisémitisme ? Oui, je crois que les chefs d'établissement sont vraiment... impliqués. Oui, et puis ils sont conscients d'une réalité, mais je me permettrais de dire que je crois qu'il manque de moyens, on manque de psychologues dans les écoles, on manque d'aide éducative, les enseignants sont dépassés, ils ont vraiment beaucoup de demandes, un exercice très très difficile. Donc je pense qu'il y a un manque de moyens et d'information et de formation. C'est ça. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que, imaginons qu'un enseignant prenne un élève juif, par exemple, sous son aile, ou le défende, tout de suite les autres élèves vont dire « Ah, mais elle est en connivence, il ou elle est en connivence avec cet élève ». Ça marche d'ailleurs pour un élève musulman, sikh, ou peu importe sa religion. Mais pour les enseignants, c'est très compliqué de se placer dans cette action-là, dans le sens où quoi qu'on fasse, quelle que soit la personne qu'on défend, on sera attaqué par le camp adverse, entre guillemets. C'est exact, mais ça, c'est vraiment le résultat des réseaux sociaux. Ça, c'est effectivement, il y a une concurrence victimaire qu'on observe depuis un certain temps, mais qui là est très prégnante, avec de la part de certains élèves qui nous font part du deux poids, deux mesures. Voilà. Donc effectivement, pour les enseignants, c'est quand on est dans une classe, en particulier dans une zone d'éducation prioritaire, de montrer que non... On ne fait pas de distinction et qu'il n'y a pas de concurrence victimaire. Mais justement, quels sont les mots que vous utilisez avec ces enseignants pour les déculpabiliser un peu et les engager à l'action ? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut leur montrer que
on sait qu'ils sont là et que nous, association, on ne vient pas parce qu'eux sont inaptes à faire des choses. Mais vous n'êtes pas là pour juger. On n'est pas là pour Vous êtes là pour épauler. On est là pour épauler, voilà. On est là pour leur apporter une relation aux enfants qui est différente de celle qu'ils ont eux, puisque nous ne sommes pas des enseignants. Donc le rapport d'autorité auprès des enfants n'est pas du tout le même. Et ça peut aller aussi dans le rapport avec les enseignants jusqu'à la construction de projets d'établissement. Je viens là de Boissy-Saint-Léger, où justement on a un projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on travaille communément avec le chef d'établissement, avec la CPE et avec une enseignante, avec l'accord des autres enseignants bien sûr, à un projet. Donc l'idée en fait c'est de faire, c'est de parler, c'est de communiquer sur ces thèmes-là à l'école le plus tôt possible. Oui, dès le CP par exemple. Alors nous intervenons dès le CP. Puisque j'ai commencé comme ça parce qu'il y avait de la violence et on nous avait appelés pour ça. Et nous avons maintenant même des amis en province qui initient en école maternelle. Voilà. Déjà en école maternelle. Oui. Mais est-ce que vraiment les enfants comprennent à la maternelle? Alors, on n'a pas un langage très châtié. On utilise l'image, le jeu, le conte. On s'adapte évidemment et on fait des interventions très courtes puisque le temps d'attention d'un petit est court. Mais comme toujours, même avec les grands, on espère semer une petite graine. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'action que vous menez dans les écoles, c'est pas d'apporter une réponse en disant nous on sait, mais c'est de, comme vous dites, de laisser une petite graine, une petite lumière dans le cœur de ces enfants. Oui, de toute façon, on n'est pas porteur d'une vérité et nous répondons à l'enfant. C'est-à-dire l'enfant exprime son ressenti, sa pensée, ce qu'il vit, ce qu'il pense savoir, et c'est par rapport à ce qu'il exprime que nous nous exprimons. Ouais. Parce que souvent, ce qui est dur dans l'école, c'est d'être concret, d'être palpable, c'est-à-dire dire il ne faut pas être raciste ou antisémite, d'accord, mais maintenant, comment le mettre en acte ? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller ? Alors, pour le mettre en acte, on a des outils. Voilà, par exemple, on fait jouer aux enfants des petites scénettes, où il y a un enfant qui va exprimer une expression raciste. Non, je ne veux pas jouer avec un juif ou je ne veux pas jouer avec un arabe. Voilà. Et donc, grâce à ces scénettes, on fait exprimer les autres enfants. Et puis, donc, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est l'enfant qui va s'exprimer et on veut, au travers par exemple, de cet outil comme la scénette ou le théâtre forum, de le faire réfléchir, mais que lui soit amené à exprimer que peut-être, oui, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, je me trompe peut-être. Où est-ce qu'on peut trouver, justement, s'il y a des enseignants qui nous regardent, des supports, des vidéos, des audios qui pourraient les aider peut-être à avancer sur ce chemin-là ? Alors, la LICRA a publié des petites vidéos, ça s'appelle Sapio, S-A-P-I-O. Et ça se trouve sur Internet. Sur Internet, parfait. Sur votre site, donc c'est licra.fr, je suppose. Quelque chose comme ça. Vous tapez LICRA dans Google, vous allez trouver tout ça. Absolument, absolument. Merci beaucoup Hélène Bougnol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésidente de la commission éducation de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda, toutes les idées de sortie pour ce week-end et c'est avec Guillaume Buhr. Et c'est un magnifique programme qui vous attend ce week-end. Chers amis, Guillaume, vous nous emmenez dans un lieu magique à Paris. Oui, dans l'écrin du Jardin des Plantes, direction la Grande Galerie de l'Évolution qui fête ses 30 ans. Et à cette occasion, le Muséum national d'histoire naturelle vous propose un beau week-end.
4 niveaux d'exposition permanente, 6000 m² de surface, 9500 objets exposés, plus d'1 million de visiteurs l'année dernière, et au programme donc de grands rendez-vous à découvrir en famille comme le Fantôme de Darwin, qui est une performance artistique musicale, une pièce de théâtre également, ou encore la nuit du dodo, cet animal, cet oiseau, je suis sûr que vous connaissez, une lecture dessinée en présence de l'autrice et l'illustratrice. Il y aura aussi bien des ateliers pour les enfants, des visites, des animations, ou encore une nocturne exceptionnelle. Ce sera demain jusqu'à 22 h. Les tarifs sont les suivants: 13 € pour vous les parents, gratuit pour les moins de 26 ans. Il reste encore de la place, j'ai regardé. Plus d'informations sur le site internet, notez bien mnhm.fr. Oyez, oyez, tous les amateurs de littérature ont rendez-vous dans l'agglomération bordelaise. Oui, à l'occasion de la 23e édition du Salon du Livre Jeunesse qui a pour thème cette année Extraordinaire Forêt. Les organisateurs vous proposent de revisiter ce thème et ses déclinaisons et de découvrir cet univers avec les auteurs, les illustrateurs qui sont invités, qui vont vous faire vivre encore et toujours par leurs plumes et leurs dessins le décor de cette forêt. Un événement qui réserve son lot de surprises, différentes animations bien évidemment, des ateliers de dédicaces ainsi que des spectacles vivants. Les amateurs d'activités manuelles ne seront pas en reste là aussi. Et sur le parvis de la médiathèque, vous profiterez d'un espace de restauration. L'entrée est libre. C'est dans la ville de Bouscat. C'est non loin de Bordeaux vraiment. Allez, on va poursuivre notre tour de France direction Lyon où il y a donc ce week-end la foire. Oui, ça c'est toujours chouette la foire de Lyon et surtout le grand retour de Kid Expo. Ah oui, après plusieurs années d'absence, c'est le grand salon pour les 3-12 ans fait son retour. Seront présents tous les acteurs du divertissement, l'enseignement, le loisir, les sports, la santé. Ils vont partager avec vous leur offre, leurs nouveautés. Vous allez tester des nouveaux produits, participer à des ateliers pédagogiques, profiter d'animations ludiques. Et puis au même moment, dans cette foire, il y a un autre salon pour les plus petits cette fois-ci, le salon Baby pour les futurs parents, pour les jeunes parents qui nous regardent. Là, une sélection d'exposants, là aussi, de la petite enfance, des associations, des commerçants, des industriels, des créateurs. Et puis au sein de cette foire, il y a aussi l'écologie qui sera mis à l'honneur. Vous pourrez notamment profiter de la Fédération Omnisport ou encore de la présence de différents policiers et même de l'association Sea Shepherd qui sera donc présente. Prix d'entrée 6 € pour les adultes, 5 € pour les 12-17 ans et pour les étudiants également de 18 à 27 ans. C'est gratuit pour tous les autres. Et alors, si vous êtes vraiment des fans de foire, si vraiment c'est votre truc, vous pouvez aussi faire 740 km et aller à Rennes, où il y a aussi une foire. Comme ça, vous pouvez comparer. On a calculé, effectivement. Et là, à l'honneur, eh bien, vous allez pouvoir profiter du Portugal. Ça vous donne envie, j'en suis sûr. À Rennes, 100 000 visiteurs répartis sur près de 10 jours. Et donc, le Portugal qui est à l'honneur. Vous êtes conviés à ce voyage culturel. Partons par exemple à Lisbonne, partons à Porto. Musique, gastronomie seront donc à l'honneur dans ces halles. Et puis sinon, les agriculteurs seront de retour, baptême de tracteurs ou encore les animaux, démonstration, 10 ateliers pédagogiques également au programme. Et puis, vous pourrez rencontrer les producteurs locaux rennais pour déguster les produits du Grand Ouest. Il y a également un espace dédié à l'emploi qui vous sera proposé. Puis, comme tous les ans, le sport est à l'honneur, encore plus en cette année olympique en France, chez nous, à Paris. Vous pourrez peut-être croiser aussi certains joueurs de foot. Je vous en dis pas plus pour les fans du Stade Rennais. Notez que c'est 3 € si vous réservez sur internet, sinon comptez 4 € sur place. Il n'y a personne de connu au Stade Rennais en ce moment si, qu'on peut reconnaître comme ça d'un coup. Je veux dire, c'est pas Zidane, c'est pas Mbappé, tu vois. Non, je suis d'accord. Allez, on termine avec un événement que j'aime beaucoup chaque année. Le printemps du cinéma. Il faut aller au cinéma, les amis. En plus, il y a Dune, notamment Une vie. Allez voir ces films-là. C'est effectivement un événement qui vous tient à cœur. Ouais. Oui, le printemps du cinéma, on le rappelle, 5 € la séance jusqu'à mardi. Pardon, juste pour vous dire, ça coûte quand même entre 14 et 15 € maintenant. Donc 5 €, il faut en profiter. C'est sûr, c'est une bonne affaire. Pas mal de films en plus en ce moment dans les salles. 6 000 cinémas, il y a de quoi faire pour trouver sa salle. La dernière édition avait quand même drainé près de 2,5 millions de spectateurs contre 2,15 millions l'année précédente selon la Fédération nationale du cinéma français. Vous avez toutes les infos sur printemps-du-cinéma.fr bien sûr. Merci beaucoup Guillaume. Et tout de suite on va retrouver Malika Ménard bien sûr pour Souvenir d'écolier. Son invité c'est Johan Huget qui est ancien international français de rugby. On va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école, purement et simplement. On l'a brièvement évoqué, mais t'es papa de 2 filles. Donc elles vont à l'école, donc l'école française, t'es en plein dedans. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut changer ou améliorer ? Je pense que ce qu'on peut changer, mais
déjà l'éducation, on a la chance, c'est que on l'oublie, mais on a nos enfants qui peuvent apprendre gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a... C'est rentré dans une habitude, mais c'est pas encore... de rappeler la chance qu'on a en France. Exactement. Et ensuite, ce qu'on peut changer, c'est un peu les devoirs le soir. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que... Tu voudrais qu'il n'y ait pas de devoirs quand tes filles rentrent de l'école? Non, mais qu'il y en ait, mais je trouve qu'elles passent 8h à 17h à l'école. Il y a une cellule études entre midi et 2 où elles essayent d'avancer sur les devoirs. Et quand elles rentrent, c'est le moment de décompression. Je sais pas, quand on rentre du travail, moi le premier... Même si j'ai des mails à finir ou je ne vais pas me faire encore 1 heure ou 1h30 de travail derrière, c'est très dur d'avoir ce sentiment qu'on a fini l'école. Et d'encore. Et puis que quand on rentre, pas avoir. On a encore 1h30 de travail. Enfin, pour moi, je trouve que c'est dur pour elles. Après. Il n'y a pas de devoir du tout alors. J'ai eu la chance de vivre un peu à l'étranger et je trouve qu'elles apprennent suffisamment durant la journée pour que le soir, ne pas leur mettre une autre charge de travail. Donc, qu'elles lisent très bien, écrire, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est un peu too much pour elles. À un certain âge, 8 ans, elles ont 8 ans, je trouve que c'est relativement dur de les replonger après 17h30, 18h pour 1h30 de travail derrière. L'école de demain, tu la vois comment? J'aimerais qu'elle soit... on va dire dans l'air du temps, high-tech. C'est vrai? Ouais. Tu la vois très futuriste alors? Ouais, j'aimerais qu'elle soit... parce qu'on a un peu de retard par rapport aux autres pays, sur tout ce qui est digital, ordinateur, et ça serait bien qu'on forme un peu plus nos élèves déjà dans tout ce qui est digital, dans la tech. Il n'y a pas tout ça dans cette nouvelle forme de vie. Et un peu plus de langue étrangère aussi, ça serait pas mal. Et est-ce que le sport est suffisamment représenté à l'école? C'est le gros débat du moment avec les sûr. JO qui arrivent à Paris. Non, parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger et le sport à l'étranger. Où ça, à l'étranger? En Espagne, même alors pas très loin, mais à partir de 2 heures, il y a 2 heures de sport quasiment tous les jours. C'est pas mal quand même. Et là, c'est passé à 2 heures par semaine? Ouais. Oui, mais et encore une fois, sortir les enfants, les amener au sport mardi après l'école, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je pense que la place du sport dans l'école, elle est primordiale. Et c'est là où j'ai appris le plus de plaisir, où j'ai appris à jouer au handball, j'ai appris à jouer au foot, j'ai appris à jouer à plusieurs sports, grâce à l'UNSS, qui nous permettait de vivre ces compétitions-là. Donc c'est important, je pense, de l'instaurer un peu plus. C'est déjà la fin de l'émission, Johan. Déjà? Oui. C'est incroyable. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika, et à lundi. Comme chaque jour, voici le meilleur de School TV, ça s'appelle le Zap et ce sont les meilleurs moments dans chacune des émissions que nous avons sur cette jolie chaîne télé. Ce que vous dites, c'est que rarement les corrections de l'état des connaissances qui sont publiées dans les médias sont en fait réellement modifiées une fois qu'ils ont la bonne information auprès d'un expert, auprès d'un chercheur. Pourquoi justement cette correction, elle n'a pas lieu? C'est parce qu'on a un peu honte de dire qu'on a fait une erreur? Peut-être c'est étonnant. Aussi. Oui, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, de manière générale, les médias n'aiment pas resservir les plats froids. Donc voilà, il y a une news, on en parle. Mais après, il y a une rectification derrière, c'est une news moins intéressante à diffuser. De la même manière qu'on a un biais pour parler des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc tous les médias ont un biais vers les nouvelles négatives, finalement. Donc il y a ça. Après, je pense qu'il y a un véritable problème avec la notion d'actualité scientifique. Bien sûr, les médias sont censés répercuter l'actualité, mais l'actualité scientifique, c'est quelque chose d'une nature un peu particulière. En gros, ce sont les nouveaux résultats qui viennent de sortir dans la dernière étude qui vient d'être publiée, et on comprend que les médias aient envie d'en parler. Mais en même temps, en science, l'actualité, c'est quelque chose de très instable, finalement. Le résultat qui est publié dans la dernière étude
peut-être il va être contredit la semaine prochaine ou le mois prochain. Et en fait, on ne saura si ce résultat est vrai que peut-être dans 1 an ou dans 3 ans, quand il y aura eu une dizaine d'essais de réplication de ce résultat et où on aura une vision un petit peu plus stabilisée de où on en est sur ce sujet. Et du coup, il me semble que en fait, c'est un petit peu dangereux de vouloir toujours coller à l'actualité scientifique parce qu'on est sur des sujets où il y a un risque très important d'annoncer des résultats faux. Parce que c'est comme ça que la science progresse finalement. Ouais. Tout ce qui est publié n'est pas forcément vrai, souvent c'est faux, mais ce qui fait la supériorité de la science sur les autres approches d'acquisition de la connaissance, c'est que on essaye de répliquer les résultats les uns des autres, on fait des méta-analyses qui essayent de voir les résultats d'ensemble à travers des études qui peuvent être contradictoires, et à la fin, de manière incrémentale, on finit par y voir de plus en plus clair. Tout ça se stratifie et on finit par voir ce qui émerge comme des résultats vraiment fiables. Mais tout ça prend du temps, en fait. Certaines études disent que certains enfants, effectivement, un bon nombre d'enfants, ont des préjugés à l'âge de 4 ou 5 ans et que du coup, ils se dirigent assez naturellement vers tel groupe de personnes ou tel groupe d'enfants. En tout cas, nous, chez SOS Racisme, nos ateliers, en fait, on les anime à partir du collège. D'accord. Dès le collège, à partir de la 6e et au-delà. Mais il y a d'autres associations qui, elles, sont spécialisées sur le fait d'aller sur les plus petits, des primaires, même au maternel. Ça nous est déjà arrivé. Et là, pour le coup, on va plutôt employer le terme de différence. On va parler de la question de la différence et de la tolérance. Ouais. C'est là plutôt que ça va. En fait, on peut leur en parler, mais la manière dont nous, on a construit notre pédagogie, on repose sur beaucoup de concepts. Et des concepts qui vont avoir à partir du cycle du collège. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que nous, on n'est pas sur cette ligne-là. Et qu'on estime aussi que quand on parle de racisme, on veut parler d'engagement citoyen. Parce que sinon, c'est extrêmement violent. En fait, on explique un système de domination et derrière, on les laisse comme ça. Alors que nous, on finit toujours en disant, mais en fait, vous pouvez vous engager. Et à partir de la 6e, dans leur établissement, ils ont ces espaces d'engagement. Que ce soit les conseils de vie collégienne, que ce soit la semaine d'éducation et d'action contre le racisme. Ouais. En fait, il y a des petites choses à leur échelle qu'ils peuvent faire. Il y a des très jeunes qui s'engagent ? Oui, il y a des très jeunes qui s'engagent. Tu avais été à Nice, non, avec un CVC, c'était des petits. Un CVC, c'est un conseil de vie collégienne. Oui, un collège de vie collégienne. Un conseil de vie collégienne. C'était des collégiens, non ? Oui, c'était des collégiens. C'était à Nice, c'était plutôt à côté de Nice, à Grasse. Et c'était un mélange en fait de conseillers, de délégués plutôt, de la 6e jusqu'à la 3e qui se réunissaient et qui voulaient qu'on discute avec eux sur ce que c'était que le racisme et comment est-ce que ça pouvait avoir des conséquences dans la société pour qu'ensuite eux puissent le déployer en tant que projet. Le livre, il s'ouvre déjà sur je vais la retrouver, une traînée rouge qui peut évoquer aussi bien la passion, la vie, le rouge, ça a plein de significations, le désir, que effectivement le sang. Et on a tout ça dans ce premier flot. Et à peine enceinte, dans votre esprit, l'enfant existe. Votre compagnon, lui, puisque vous parlez de lui, il a un rôle plus distant. Il dit attends, il faut attendre la première échographie, les 3 mois. Oui, parce qu'on nous dit beaucoup. Voilà, je vous la montre, cette. On nous dit beaucoup rouge avant 3 mois, il ne faut pas trop le dire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais. Parce que les fausses couches, la plupart se déclenchent avant 3 mois. Le problème que ça provoque, c'est déjà un immense tabou sur ce sujet-là, puisque on ne parle pas d'une grossesse avant 3 mois. Et puis aussi un problème de prise en charge. On ne déclare une grossesse à l'assurance maladie qu'au bout de 3 mois. Donc on est pris en charge. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et médicalement, ça n'existe pas non plus, parce que le médecin que vous faites intervenir, il essaye de vous dire n'y pensez pas trop, mais pour autant, il ne vous prévient pas à proprement parler, il ne vous dit pas. Ce qui peut arriver, et pourtant qui arrive à un quart dans un quart des grossesses. C'est énorme, un quart. Et même si on le sait, on se dit jamais, on sait que ça peut arriver, mais quand on est enceinte, on se dit jamais que ça va nous arriver à moi, enfin que ça va m'arriver à moi. Donc, en fait, le rationnel ne rentre pas en ligne de compte. Et effectivement, ce que je raconte dans le livre, c'est que mon compagnon est, lui, beaucoup plus distant, beaucoup plus prudent, parce que ça ne se passe pas dans son corps, et que lui ne voit pas les évolutions dues aux hormones, les seins qui gonflent, la faim qui arrive, l'extrême fatigue qu'on ressent au premier trimestre, et qui est invisible pour le reste du monde, puisque le ventre n'est pas rond. Voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, tous les fans du Stade Rennais, ne soyez pas offusqués. Vous avez une très très belle équipe, mais
Mais je disais seulement qu'on pouvait peut-être ne pas reconnaître un de vos joueurs comme ça de prime abord. Autant pour moi, bien sûr. Guillaume, on vous retrouve donc à la Foire de Lyon. Oui, et probablement du cinéma également. On fait les deux. En tout cas, profitez de ces belles propositions de Guillaume. Aujourd'hui, à la réalisation de cette émission, c'était Xavier Sanchez, au son, Héloïse Merlin, au maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très bon week-end et lundi, vous retrouvez Virginie, bien évidemment. Bye bye. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.